et être au plus près de la bête et de la plante. On a une potentialité d'émerveillement formidable. Et en plus, ça coûte pas cher. Être capable d'observer une araignée, un escargot ou tous ces animaux qui viennent sur la mangeoire, donc ce vivant de proximité, peut donner, je le dis sans démagogie, des émotions comparables au plus prodigieux de la vie sauvage. Et chaque fois, par des petits combats, des petits travaux dans des petits espaces qui permettent à une espèce, donc vous racontez ça très bien, c'est pas forcément des immenses politiques... de COP et de réunions internationales. Non, vous montrez que des choses très simples, des petits espaces de protection permettent de faire revivre... Bien sûr. Vous créez une mare, vous avez des batraciens qui vont arriver, des libellules qui vont s'installer, et puis tout un cortège du vivant, modeste, mais tellement dynamique en même temps, à sa mesure. Donc, c'est ça le potentiel positif. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Est-ce que vous connaissez Alain Bougrain-Dubourg ? Moi, depuis que je suis enfant, je l'écoute complètement fasciné. Chaque fois que j'écoute, j'ai l'impression de m'émerveiller un peu plus de l'énigme du vivant et d'être un peu meilleur. Alors ça, c'est un peu la magie de cette émission. Je peux le recevoir et partager avec vous son savoir. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la biodiversité, soit on a un discours d'ignorance, on ne veut pas voir ce qui est en train de se passer, soit on a un discours punitif, dogmatique et violent. Ce qui est extraordinaire avec Alain Bougrain-Dubourg, vous allez le voir, c'est qu'on peut avoir un tout autre discours, lucide, mais en même temps plein d'espérance et qui nous invite, nous aussi, à nous émerveiller. Vous allez voir, ça fait un bien fou, je vous le dis tout de suite, voilà un épisode qui va vous faire du bien, c'est sur Dialogue, et c'est extraordinaire. Bonjour. Bonjour. C'est merveilleux de vous recevoir, vous avez un peu bercé mon enfance, je vous voyais à la télévision, et là, vous voir devant moi, j'ai l'impression d'être dans une sorte de rêve éveillé. Votre livre, La biodiversité pour les nuls, a ceci que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que vous partez de l'émerveillement. Alors que souvent, quand on parle de la situation du monde, de la nature, du climat, on est tout de suite plombé, on le sait tous, mais vous essayez... Enfin, pas vous essayez, vous réussissez à nous émerveiller. Pourquoi partir de l'émerveillement ? Vous commencez le livre comme cela, et le livre est entièrement tissé d'un émerveillement devant le miracle de la vie. Parce que cet émerveillement m'a accompagné depuis que je suis enfant. Je suis né curieux de nature. Il y a des gamins qui aimaient le football, les voitures et autres. Moi, j'étais fasciné, peut-être par une forme de rêve d'exotisme, parce que je suis né à Paris, j'avais pour horizon le vol des pigeons, et je trouvais fascinant qu'il puisse exister par ailleurs tant de vie qui faisait peur parfois, mais qui émerveillait aussi, qui questionnait en tout cas. Et j'ai grandi dans l'île de Ré avec, sur la plage où je me baladais, au plus près de moi des cadavres, de crabes, d'oiseaux mazoutés, de que sais-je. Et donc je me disais quelle vie il y avait avant que je ne les trouve devant moi. Et puis surtout, au plus loin, il y avait l'horizon. Et l'horizon, ça vous invite à imaginer n'importe quoi. Et moi j'imaginais les ours polaires dans le Grand Nord. Je savais déjà que les manchots c'était dans le sud, bon. Les pandas en Chine ou les anacondas en Amérique du Sud, bon. Et je me disais que je voudrais bien les rencontrer, ces animaux. Et voilà, donc aller au-delà de l'horizon. Et donc il y avait une forme d'exotisme, et je dois dire que je trouvais aussi, sans faire de la psychologie de comptoir, mais de la complicité auprès des animaux davantage qu'auprès des humains. J'ai du reste été réformé avec 33% d'invalidité mentale parce que j'avais amené des serpents au ministère où j'avais un bureau.
Et donc je me suis retrouvé rapidement au Val-de-Grâce. Je suis fils d'un résistant. Mon grand-père était général, donc on l'a très mal pris dans la famille. Mon père était même intervenu auprès du ministre des Armées de l'époque, qui était Mesmer. Et Mesmer lui a répondu qu'il ne pouvait rien contre la décision médicale. Et pourquoi j'ai été réformé, je crois. Ils m'ont interrogé sur ma passion des serpents. Et ils m'ont dit, mais quelle complicité vous trouvez davantage qu'auprès des humains? Et j'ai dit que je préférais les serpents aux femmes. Et je l'ai dit spontanément, un peu. J'avais pas d'arrière-pensée en me disant je vais me faire réformer, me faire prendre pour le Christ. C'est simplement, j'avais vraiment un lien avec ces animaux, une curiosité et un épanouissement. Par exemple, les serpents, j'avais 10 ans, je ramassais des vipères. Et l'idée, c'était de les prendre dans la main et de voir pourquoi elles ne me piqueraient pas, si elles pouvaient se sentir bien. Or, le serpent n'a pas de moyen d'expression. Il n'a pas de paupières, il n'a pas de membres. Il ne peut pas dire qu'il est bien. La seule façon de dire « je suis bien » pour un serpent, c'est de rester dans la main et de ne pas mordre. Et donc, c'était quand même un défi. Il y avait un rapport de force, d'une certaine manière, de domination probablement, mais dominer moi-même, ma peur. Et puis, une complicité avec ces animaux qui n'avaient pas de moyens d'expression et qui, pour autant, vivaient, aimaient, partageaient des moments de peur, d'agressivité ou au contraire de bien-être. Et je me suis fait mordre une dizaine de fois, pas plus, ce qui prouve qu'ils n'étaient pas si mal avec moi. Voilà, parce que j'en ai beaucoup manipulé. Oui, j'ai même retrouvé sur Internet ou sur le site de l'INA, quand vous étiez très jeune, on fait un film où on vous voit avec des serpents. Ouais, et en même temps, ça dit un peu la direction de tout votre chemin, parce que vous vous intéressez au vivant très tôt, et au vivant qui n'est pas... celui qui plaît le plus d'abord. Donc il y a un intérêt pour le vivant dans son étrangeté aussi. Les mal-aimés. Les mal-aimés. L'étrangeté, les mal-aimés. Les rapaces, à l'époque, ont cloué les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le sort. On mettait d'affreux pièges à mâchoires sur des poteaux et les buses venaient se poser et repartaient avec une patte en moins. Quant aux serpents, quand on les amenait à la mairie, on avait dessous 3 ronds, c'était des nuisibles. Et donc, je l'ai trouvé à la fois fascinant et surtout mal aimé. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean Rostand, j'étais gamin, et c'est une petite anecdote, mais j'étais très timide, et la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Alors ?» Je le revois avec sa pipe, sa moustache blanche, tellement grand seigneur et charmant. Et il me dit « Alors, vous aimez les serpents, mais quand même !» Les serpents. Et moi, je lui dis, mais maître, les serpents et tout. Et je pars dans une plaidoirie en exprimant justement le fait qu'il n'avait pas la capacité de s'exprimer, ces animaux et tout ça. Et en oubliant que Jean Rostand connaissait tellement mieux, c'était un grand biologiste, à la fois les grenouilles, mais aussi les serpents, etc. Et il a dit, ce monsieur Bougrain-Dubourg me plaît bien, il pourra revenir quand il voudra. Moi, on m'invite, je viens. Et donc, je suis revenu quelques semaines après. J'avais pris un peu d'assurance. Et Rostand me présente. Il y avait des rencontres l'après-midi avec les grands de ce monde, les chercheurs, les auteurs de livres, que sais-je. Alors, on était, je sais pas, une petite dizaine. Et il me présente. Et il dit, je vous présente Alain Bougrain-Dubourg. C'est un naturaliste en herbe. Je dis non, maître, en herpétologie. C'est l'étude des serpents. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et il m'a appelé l'apôtre de la nature. Parce qu'il a bien vu que j'aimais ces animaux mal aimés. Et moi, et il m'a beaucoup aidé. Il m'a présenté à Marcel Bleustein-Blanchet, qui m'a permis d'avoir le prix de la Fondation de la Vocation. Enfin, voilà.
Et jusqu'au dernier moment, il m'a toujours accompagné. J'ai des écrits de Jean Rostand. Il avait une écriture admirable. Et pour un gamin qui a bac-1, c'était quand même une preuve de confiance formidable, d'encouragement. Au-delà de votre propre histoire, on a l'impression que c'est votre conviction que pour faire changer les choses, c'est plus par l'enthousiasme que par la comptabilité, au fond. Parce que c'est ça, j'ai dit qu'il y a un côté, quand on parle de biodiversité, tout de suite, c'est très négatif, mais c'est aussi tout de suite par des chiffres. Et vous, c'est une expérience que vous voulez transmettre. Oui, mais je m'appuie sur les chiffres. Je suis administrateur du Muséum d'histoire naturelle, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et autres. On a besoin de ces chiffres. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est ce qui a été lancé comme idée par Ségolène Royal, qui est l'écologie punitive. Être lucide, est-ce que ça conduit à la punition ? Non, ça conduit au changement de comportement qui peut conduire, lui, au bonheur. Et je trouve qu'il faut peut-être donc revaloriser tout ce que nous apporte la nature. Sur un plan économique, 60% des ressources naturelles correspondent à l'économie mondiale. Voilà, sans l'agriculture, les forêts, les ressources halieutiques, etc., ça représente 60% de notre économie mondiale. Donc, il faut avoir à l'esprit tout ce que le nombre de prix Nobel qui, grâce à un oursin ou que sais-je encore, ont pu faire progresser la science, la connaissance. Il faut savoir ce que nous apporte sur un plan sanitaire le seul fait de se promener dans la forêt. Et donc pas toujours être dans le combat, mais il faut une grande rigueur aussi. L'association que je préside, la LPO, est passée de 3000 membres à 75 000 aujourd'hui, et on a 800 salariés. Je pense que ce résultat, qui est un bon résultat, c'est le fruit d'abord d'une communion vers quelque chose d'admirable qui est la nature, à travers nos salariés, nos adhérents, mais aussi il y a de la convivialité et il y a cette capacité d'émerveillement. Et c'est ça qui nous donne l'énergie pour aller de l'avant, et toujours avec une grande rigueur. J'ai un conseil scientifique dont le président est l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle. Enfin bon, donc la rigueur est importante, et puis la capacité d'émerveillement. Donc ce qu'on voit, c'est l'émerveillement, c'est ça qui nous met en action, contrairement donc au côté punitif. Votre conviction, c'est qu'il faut retrouver l'émerveillement. Oui. Au fond, c'est ce que vous avez fait passer. Bon, je ne suis pas sûr que vous ayez réussi à que tout le monde soit aussi émerveillé par les serpents que vous, mais pour les oiseaux, vous avez beaucoup œuvré à défendre les oiseaux. Comment vous êtes passé des serpents aux oiseaux ? Tout est lié, c'est le tissu du vivant. Et du reste, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est née en 1912, donc plus d'un siècle, a élargi son champ d'activité à l'ensemble de la biodiversité aujourd'hui. On ne peut pas apprécier une espèce isolée. Tout dépend de son biotope, tout dépend des interrelations avec le reste du vivant. Donc là, on est dans la logique. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui vous ont d'abord plus émerveillé que d'autres ? Oui, les rapaces, toujours. Un peu comme, les mal-aimés. Voilà, les mal-aimés. Et aujourd'hui, il y a un oiseau que j'aime beaucoup, c'est le martinet noir. C'est un oiseau qui communique avec le ciel. Il boit en vol, il mange en vol, il fait l'amour en vol. Et le plus étonnant, c'est qu'il dort dans le ciel. C'est-à-dire que le soir, il va prendre les courants ascendants et il va monter, et il va redescendre, il donnera un coup d'aile
pour reprendre un courant ascendant, il dort dans le ciel. En fait, il se pose que pour donner la vie. Dans des trous de mur, des anfractuosités, sous les tuiles en général. Et actuellement, il y a une grande mortalité de ces oiseaux parce qu'avec le réchauffement climatique, dans les creux de murs, il peut faire 40 degrés. Donc les jeunes, les poussins, se jettent dans le vide pour fuir cet enfer, alors qu'ils ne sont pas encore en plumage. Donc on en récupère, on les nourrit toutes les 2 heures avec des insectes, des trucs. Mais voilà, c'est un oiseau fascinant. Et en plus, il est un peu éphémère en France. Il vit l'essentiel de son temps en Afrique, mais il vient en France dès le mois d'avril, par là, pour donner la vie. Et puis il repart quasiment en juillet. Et fin juillet, quand j'entends plus siffler les martinets, parce qu'avant de dormir, ils font tout un chahut formidable, je sens que c'est déjà la fin de l'été, quoi. J'aime beaucoup ces oiseaux, oui. Vous avez beaucoup défendu les oiseaux. Oui. On vous a vu, enfin moi depuis je ne sais pas combien d'années, vous avez lutté pour qu'on les tue pas, quand on a voulu les protéger, les chasseurs voulaient les tuer. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce... En fait, quand j'ai accepté de devenir président de la LPO, je ne le souhaitais pas. C'est il y a combien d'années ? C'est il y a près de 40 ans, vous vous rendez compte. Je ne le souhaitais pas parce que je pensais ni avoir le temps, ni avoir la compétence. Alain, écoute, pour démarrer, 3 ans. Et je découvre une situation surréaliste dans le Médoc, en Gironde. Chaque année, le 1er mai, depuis des pylônes, pas loin de 1000 pylônes. Il y a 2 ou 3 chasseurs par pylône. Et quand les tourterelles des bois arrivent d'Afrique pour donner la vie, ici en France et dans le reste de l'Europe, il y a un barrage de feu qui les attend. Or, la chasse est fermée. Pas par l'Europe, pas par la logique, par la raison. On ne coupe pas son blé en herbe. Et là, de la même façon, le code rural interdit les chasses au printemps, c'est normal. Et pourtant, il y avait pas loin de 70 000 tourterelles qui chaque année passaient et 30 000 qui restaient au tapis. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, j'ai des potes à la télé, je vais leur dire de faire un reportage en 3 secondes, on va faire respecter le droit. Le combat a duré 20 ans. J'en ai parlé à François Mitterrand, qui était jeune président. Donc il était en état de grâce. Il avait capacité à tout faire. Ah non, ça, alors là... Alors bon, c'est peut-être sa maison dans les Landes à Latché, qui est pas loin de la Gironde, qui l'a amené à considérer que c'était un problème, un dossier intouchable. Et j'ai demandé à Brigitte Bardot, à Sophie Marceau, à Hubert Rive, à Théodore Monod, à bien d'autres, de m'accompagner chaque année. Ça a duré 20 ans, jusqu'à ce qu'un préfet qui s'appelle Jacques Géraud, qui est devenu un ami, me convoque en me disant « Mais je croyais que c'était une tradition, que c'était admis ». Je lui explique que non, le droit est bafoué. Et il a dit, pas avec moi. En 3 ans, il a mis la gendarmerie, l'Office national de la chasse, la faune sauvage, toutes les autorités locales, tous les plaintes que l'on portait étaient classées, la magistrature, tout ça. Et voilà, ça a duré 20 ans de combat. Vous avez été courageux, parce que chaque fois, c'était d'une violence impressionnante. Oui, j'avais peur, je ne vous le cache pas. Mais en même temps, c'est pas du courage. Vous êtes porté par un mouvement. D'abord, j'étais pas seul. On était souvent, je sais pas, une vingtaine. Mais eux, ils étaient 10 000, 20 000. C'était surréaliste. Et donc, ça faisait peur, mais en même temps, quand on y allait, on savait qu'on devait... c'était notre combat. De sauver les tourterelles. Oui, de sauver les tourterelles, oui, de faire respecter le droit. On ne supportait pas cette violence inacceptable contre le droit, encore une fois, qui s'installait. Et c'est une espèce qui a perdu 80% de ses populations, quand même. J'avais envie de raconter aussi cette histoire, à la fois parce que ça dit quelque chose de votre engagement,
Mais aussi, pour donner un peu des leçons d'espoir, votre livre est plein de leçons d'espoir, et des combats comme ça peuvent changer les choses. En lisant votre livre, on se dit tout n'est pas foutu. Souvent, quand on parle de biodiversité, on dit tout est foutu. Et vous montrez non, il y a beaucoup de combats extraordinaires. Il y a plein d'animaux qui avaient quasiment disparu et qu'on a réussi à faire revenir. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples ? Alors, on est dans les années 70 où toutes les espèces dites emblématiques sont vraiment dans un état effrayant. Par exemple, à l'époque, il reste moins de 10 couples de cigognes blanches en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 6500 couples. À l'époque, il y a une trentaine de castors qui restent dans la vallée du Rhône. Aujourd'hui, il y en a près de 30 000 qui ont été conquérir quasiment jusqu'au sud de la Bretagne ou de l'Alsace. Chaque fois, par des petits combats, des petits travaux dans des petits espaces qui permettent à une espèce, donc vous racontez ça très bien, c'est pas forcément des immenses politiques... de COP et de réunions internationales. Non, vous montrez que des choses très simples, des petits espaces de protection permettent de faire revivre... Bien sûr. Et être au plus près de la bête et de la plante. Alors évidemment, les COP internationales, moi j'en ai connu, je pense à Nagoya au Japon, où on partait avec la délégation française, la fleur au fusil, parce que l'idée à cette époque, c'est qu'on arrêtait le déclin de la biodiversité. Et c'était ça, cette rencontre. On est en 2010. Pour moi, le déclin, il continue toujours. Et donc, évidemment, il faut ces relations internationales, mais je crois beaucoup dans la capacité du citoyen à agir. En France, on n'a plus d'un foyer sur deux qui a un jardin, par les grands-parents, par la propriété et tout. Ces jardins peuvent devenir des petits sanctuaires, pour peu que vous mettiez un nichoir, un hôtel à insectes, une mangeoire, peut-être une petite mare, etc. D'un seul coup, il y a une renaissance du vivant extraordinaire. Et sur le plan climatique, il est beaucoup plus complexe de stopper. Enfin, les effets sont plus lointains et durables, malheureusement, alors que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, on a perdu des espèces. Le courlis à bec grêle, il a disparu l'année dernière. Voilà, une de plus qui s'éteint. Et on peut donner d'autres exemples. Mais globalement, dès que vous créez une mare, vous avez des batraciens qui vont arriver, des libellules qui vont s'installer, et puis tout un cortège du vivant modeste, mais tellement dynamique en même temps, à sa mesure. Donc, c'est ça le potentiel positif. Donc, il y a des espèces qui ont disparu, il y en a qui ont été préservées, et vous montrez qu'il y a des espèces qui ont réussi à se transformer. À s'adapter. À s'adapter, oui, excusez-moi. À s'adapter. On voit des espèces qui réussissent à s'adapter au changement climatique. Oui, alors... je parlais de la cigogne blanche, par exemple. Quand la première année de migration, les jeunes partent, 75% d'entre eux ne reviendront pas. Ils seront victimes de ce voyage terrible par les éoliennes, par la désertification qui s'étend, par bien d'autres, des coups de fusil et bien d'autres choses. Quand des cigognes ne partent plus en migration, ce qui est le cas pour à peu près 1500, 2000 d'entre elles actuellement, qui restent en France avec le réchauffement climatique, ce sont des oiseaux qui vont être sauvés du périple meurtrier et qui seront en pleine forme au printemps pour donner la vie. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais vous avez d'autres exemples terribles. Je pense à des travaux qui sont menés par le CNRS dans un laboratoire au sud de Toulouse, où ils ont créé des volières qui sont fermées non pas avec du grillage, mais une forme de tissu. Et il y a des corridors entre chacune de ces volières, et donc on peut conserver des températures telles que le souhaitent
les scientifiques pour savoir ce que ça peut donner. Et là, il lâche des escargots, des papillons et des lézards vivipares. Et il s'est passé une chose extraordinaire. Les lézards avaient la capacité d'aller dans une volière à 2 degrés de plus, ce qui pourrait nous arriver, on va y parvenir malheureusement, ou au contraire aller à la fraîche, ou au contraire. Et les lézards ont échangé entre eux. Alors quand un lézard s'exprime, c'est pas comme moi avec vous, lui, il renifle. Voilà, ce sont des signaux olfactifs qui leur permettent de communiquer. Et certains ont choisi d'aller à la fraîche, d'autres d'aller vers les 2 degrés, parce que ça générait un dynamisme. Et j'ai dit aux scientifiques, mais quand même, des animaux qui sont face à une situation, qui échangent et qui vont adopter une stratégie, mais c'est les bases de la culture. Ah, là, on ne peut pas dire ça, mais on ne peut pas dire le contraire non plus. Et donc, la question que vous devriez me poser, c'est qu'est-ce qu'il est advenu aux lézards qui ont été à 2 degrés de plus? Je vous la pose. Qu'est-ce qui s'est passé pour les lézards qui étaient à 2 degrés de plus? Figurez-vous qu'ils ont été en suractivité. La maturité sexuelle du lézard vivipare, c'est 2 ans, principalement. Et là, dès la première année, ils avaient des petits. Et j'ai dit aux scientifiques, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça fait des petits plus tôt. Et non, c'est pas une bonne nouvelle, parce que les animaux se fatiguent énormément, et ils vont mourir plus tôt que de norme. Et par conséquent, on constate que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Et ça veut dire que 2 degrés de plus, les lézards disparaissent. Alors, j'en reviens donc à l'adaptation. Vous disiez il y a des animaux qui vont s'adapter et probablement, comme les lézards vivipares, qui vont monter un peu plus haut pour gagner un peu de fraîcheur. Mais le principe de la montagne, c'est que plus vous montez, moins il y a d'espace et plus il y a de compétition entre les animaux. Donc on ne sait pas où ça va mener. Vous avez un autre exemple de l'effet du réchauffement climatique sur les animaux, sont les tortues. Les tortues, elles vont pondre dans la nature, certaines un peu sous un arbre, d'autres plutôt au soleil, et la température moyenne d'incubaison, c'est 28 degrés. Au-dessus sont des femelles qui naissent, en dessous sont des mâles. Et le problème, c'est que 2 degrés de plus, il n'y aura que des femelles. Et donc, en théorie, l'espèce va disparaître. Et puis, je pourrais vous parler des récifs coralliens. J'ai été filmé en Australie ou ailleurs, où on voit le blanchiment dû tout simplement à quelques degrés de plus. Enfin, bon, voilà. Non, le réchauffement est une cause terrible. Terrible. Vous décrivez la biodiversité dans toute sa richesse. Peut-être on pourrait rappeler d'où vient le terme biodiversité et que c'est un terme très récent. Oui. Il est né un peu avant le premier sommet de la Terre le plus important, la première COP, à Rio. On est en 1992. Et à l'époque, les scientifiques ont voulu imposer, on va dire, un terme plus crédible que la nature et la protection de la nature. Et donc, ils ont inventé la biodiversité. À l'époque, je me souviens que beaucoup d'entre nous regrettions ce nom, biodiversité, parce qu'il manquait singulièrement de poésie. Or, la nature, le vivant qui nous entoure, c'est avant tout le réveil des sens. C'est réapprendre, je dis réapprendre parce qu'on vit dans des villes et on a perdu cette capacité, réapprendre à écouter, à goûter, à caresser, à regarder. C'est l'éveil des sens. Biodiversité, ça réveille absolument pas les sens. Mais en revanche, ça a eu un mérite, ça a donné un certain crédit scientifique à la cause du vivant. Alors maintenant, on n'en est plus à se poser la question de savoir s'il vaut mieux nature ou biodiversité. La biodiversité est référente, bien sûr, mais je pense qu'il faut en revenir à l'émerveillement, à ce qu'il y a de merveilleux quand on ouvre les yeux, quand on écoute, quand on caresse
un arbre. Quand il y a eu le Covid-19, on a eu l'idée, avec la LPO, un peu en provocation, de lancer une opération qui s'est appelée « Confinés mais aux aguets ». L'idée, c'est que les gens, on a tous été confinés pendant 2 mois pratiquement, et l'idée, vous regardez par votre fenêtre ou dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un, puis vous identifiez les oiseaux que vous pouvez voir. Alors on avait fait des petites fiches qui permettaient à chacun d'avoir une certaine idée des oiseaux les plus communs. On a eu plus d'1 million de retours en quelques jours. Et là, on a pu constater que l'absence du bruit des hommes laissait place au silence de la nature, qui était tellement plus éloquent. Et là, il y a des vocations qui se sont créées. Les gens ont commencé à regarder autour d'eux, et nous, on a beaucoup d'adhérents qui sont restés, donc depuis un moment déjà, adhérents parce qu'ils ont découvert le spectacle du vivant, tout simplement, et que le bruit des voitures ne permettait pas d'entendre le chant du merle avant le lever du soleil ou quand il se couche. Voilà. Votre livre est plein comme ça d'entrer dans l'émerveillement du vivant. Alors, j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Juste pour montrer que toutes les pages, on rentre comme ça, dans l'émerveillement du vivant. Et je trouve que c'est... Je vais vous dire, moi j'ai eu le bonheur, c'était un rêve d'enfant, d'aller filmer les gnous entre la Tanzanie et le Kenya, qui vont pour beaucoup mourir dans le fleuve Mara, ou d'aller, je parlais des coraux, filmer la naissance du corail sur la Grande Barrière. Eh bien, évidemment, tout cela conduit à l'émerveillement, mais je dois dire que être capable d'observer une araignée, un escargot, ou tous ces animaux qui viennent sur la mangeoire, donc ce vivant de proximité, peut donner, je le dis sans démagogie, des émotions comparables au plus prodigieux de la vie sauvage. Voilà. C'était ça aussi que je pensais. En lisant votre livre, on se dit, la nature, c'est pas seulement des paysages extraordinaires et lointains, mais elle est là aussi, ce que vous racontiez, d'observer les oiseaux de chez soi. Et on commence à rentrer dans la merveille du vivant. Et puis il y a une chose importante, c'est que par bonheur, il a fallu du temps, on a reconnu la sensibilité des animaux. Alors il y a une échelle de valeur qui a été faite notamment lors des expérimentations animales, où on va jusqu'aux pieuvres globalement, et en partant des grands mammifères. Et on a tendance à oublier, quand on parle de ces animaux, que sont des multitudes d'individus. Vous voyez, je vous parlais du lézard vivipare, certains font un choix dans une direction, d'autres dans d'autres. Et je regrette souvent qu'on parle de population, d'espèces, de stocks, de ressources, et jamais on pense que derrière tous ces mots, il y a une multitude d'individus. Et c'est là où ça devient fascinant, parce qu'on voit que dans une même espèce, il peut y avoir des comportements spécifiques. Alors on le voit évidemment plus clairement chez les grands singes, où on voit qu'ils sont capables de tricher, de rire, c'est pas le propre de l'homme, de mentir, de se réjouir, d'avoir peur, d'avoir de la compassion. Moi, j'ai vu des chimpanzés qui soignaient d'autres chimpanzés. C'est bouleversant. Et le malentendu de l'homme avec la nature, c'est que probablement, en tout cas dans nos sociétés, l'éducation judéo-chrétienne nous place sur un piédestal par rapport au reste du vivant. Et plus on avance dans l'éthologie, l'étude du comportement animal, plus le fossé se comble. Par exemple, on a toujours considéré que les animaux se reproduisaient pour pérenniser l'espèce. Quand vous allez voir les dauphins, c'est d'une sexualité surréaliste. Les bonobos,
le plaisir l'emporte sur la nécessité, ou en tout cas accompagne très largement la nécessité de pérenniser l'espèce. Après, on a dit c'est l'homme qui a inventé l'outil. Ben non, on constate, c'est Jane Goodall qui a fait un travail formidable là-dessus, qu'un chimpanzé est capable de choisir une branche, de la découper, de la tremper dans la termitière pour pouvoir attraper ces insectes. Vous avez la loutre de mer qui a inventé le marteau et l'enclume. Elle te met sur le dos, elle met une pierre, un coquillage, et avec un caillou, elle va casser le coquillage. Bon. Alors, il y a la sexualité, il y a les outils, et plus vous avancez, plus vous êtes obligé de constater que les relations entre l'homme et l'animal sont de proximité, incontestablement. Donc, au fond, une des erreurs qu'on fait, c'est que la nature, elle est un peu, nous la mettons comme à l'extérieur de nous, un peu comme un décor. Bien sûr. Au fond, l'invitation de votre propos et du livre, c'est sortir à la fois d'un état de surplomb, de la nature comme décor, et de comprendre que c'est un tissu auquel nous appartenons. Oui, mais justement, il y a un texte très beau du chef indien Seattle, on est en 1854, sa tribu va être conduite dans une réserve. Et les Blancs expliquent qu'ils vont racheter les terres. En vérité, ils expulsent les Indiens. Et ce chef indien fait un discours, mais admirable, à l'égard des Blancs de l'époque, mais j'ai l'impression qu'il s'adresse à nous aujourd'hui. Et il dit que nous ne sommes qu'un fil du tissu. Et ce que nous faisons à la toile, on le fait à nous-mêmes. Et ce qui arrive à la bête arrive bientôt à l'homme. Donc là, on voit bien que, encore une fois, ce piédestal est fragile et surtout, il n'est pas conforme. Enfin, voilà. Votre idée, c'est que si on retrouve une sorte de lien, je ne sais pas comment dire, un lien presque familial avec le vivant et avec la nature, c'est ça qui permettra d'entraîner un changement. Oui, un changement dans le bonheur. Moi, je suis convaincu que on a une potentialité d'émerveillement formidable. Et en plus, ça coûte pas cher. Vous savez, vous regardez un coucher de soleil, moi, je tombe d'admiration devant les couchers de soleil. Et si vous n'êtes pas avec quelqu'un pour partager ce bonheur, vous êtes un peu... Vous doutez presque. Tellement c'est beau. Bon. Et il y a plein de moments de cette nature. Par exemple, moi, je regrette beaucoup de ne pas être en mesure, comme beaucoup de mes collègues, d'identifier le chant des oiseaux. J'ai des amis, ils se baladent dans la nature, mais c'est un livre ouvert où derrière les feuillages, il y a tout un discours, un comportement, une vie, une société qui nous accompagne. Et là, ça devient passionnant. Les animaux nous apprennent des choses, au fond, aussi sur nous-mêmes. Moi, j'en ai la conviction. Quels sont les animaux qui vous ont appris des choses sur vous-même ? Ou quelles sont les rencontres avec les animaux qui vous ont appris sur votre propre humanité ? J'ai pas d'animal totem qui m'aurait appris ceci ou cela. Je suis admiratif devant la capacité de résistance, par exemple, de beaucoup d'animaux. Je suis bouleversé par l'humilité des animaux dans la souffrance. Ils s'expriment très peu. Quand vous voyez les élevages en batterie où le soleil est une ampoule et que ces animaux continuent jusqu'à la mort de vivre dans des conditions inacceptables, je ne peux être qu'admiratif ou regretter qu'ils ne se révoltent pas d'une certaine manière. Non, je pense que le monde animal nous permet à nous, humains, en nous intégrant dans leur univers, de trouver un bonheur, tout simplement. Encore une fois, celui qui est capable de s'épanouir devant une petite mare insignifiante, c'est comme être capable de lire un livre qui deviendra enthousiasmant.
si s'ouvrir par l'émerveillement au vivant, ça rend heureux, à l'inverse, l'effritement de la biodiversité reflète quelque chose du mal-être contemporain. Oui, il n'y a pas de doute. Alors, je pense que d'abord, il y a un manque d'enseignement à l'égard de ce vivant. Par analogie au climat, la prise de conscience est avérée parce qu'on voit les inondations, les sécheresses, la montée des eaux, le trait de côte, etc. On a sans cesse des moments, des épisodes violents qui nous rappellent le climat. La biodiversité, si l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann disparaissent, on se dit, au fond, qu'est-ce que ça change à mon quotidien ? On a des rapports très utilitaires. À quoi ça sert ? Bon. Moi, j'ai des dîners où il aime bien les animaux. Bon, c'est le premier truc. À quoi ça sert les pigeons de Paris ? Bon, il faut répondre à ce genre de trucs. À quoi ça sert les rats ? Alors, les puces, les trucs, tout ce qui est emmerdant. Il faut trouver une réponse. Et donc, notre rapport utilitaire à l'animal nous empêche d'avoir un autre regard qui serait tellement plus beau. Alors, bon, je ne veux pas tomber dans des extrêmes, mais j'ai tourné des films dans des temples en Inde consacrés aux rats. Et donc, tout le monde vient nourrir les rats, il y en a partout, etc. Enfin bon. Et alors, je ne dis pas qu'Anne Hidalgo devrait s'en inspirer à Paris, mais vous voyez que vous pouvez avoir d'autres relations. Alors là, c'est spirituel, c'est très différent. Et donc, il y a une forme d'éducation qui conduit à ce respect, notamment pour les rats et d'autres animaux. Nous, on a une autre éducation. C'est vrai, moi, quand je me souviens de mon éducation à l'école, jamais on a eu une éducation au vivant. Non. La seule fois où on m'a donné des souris blanches, c'était pour les disséquer. Oui. Et je crois qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. Et c'était ça le rapport au vivant. Tout à fait. Donc on est très peu formé à s'étonner et par là à comprendre. Pourtant, comme moi je suis philosophe, mais la philosophie est née de l'étonnement. Donc s'étonner, c'est commencer à penser. Et donc c'est sûr que ça entraîne un vrai changement de perspective. Mais quand vous parlez à un énarque, à un homme de lourde responsabilité, ils sont quand même peu nombreux à être capables d'identifier 15 arbres différents ou 10 espèces d'oiseaux. C'est quand même nos compagnons de vie. Tout ça, les arbres, les plantes, les oiseaux, les mammifères, tout ça, je pense que ça devrait participer de l'éducation. Alors, je ne dis pas qu'il faut en faire des kilos, mais un minimum. Dans un immeuble, en principe, on s'intéresse à son voisin. Sur la planète, on devrait s'intéresser aux vivants qui nous entourent. Dans les conseils ou le chemin que vous montrez, on peut faire des choses très simples. On peut réparer les sols. En quel sens on peut réparer les sols ? Le problème, c'est que les sols ont été violentés par les pesticides, essentiellement par une agriculture intensive. Donc, réduire, là, on est en train de se battre contre les néonicotinoïdes, qui sont des pesticides terribles. Et on vient de démontrer que, en suspendant l'usage de ces produits les plus toxiques, la vie revenait. Et on oublie que l'essentiel du vivant se trouve dans la terre. On piétine ce vivant-là. Alors, c'est pas grave de piétiner la terre, bien sûr, mais je le dis au sens un peu philosophique, c'est-à-dire qu'on le méprise totalement. Et ça, c'est tout le problème. Voilà. Il faut, dans les priorités, il y a l'agriculture intensive, c'est reconnu par l'IBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, une plateforme de scientifiques, qui dit très clairement que c'est l'agriculture industrielle qui affecte le plus la biodiversité. Après, vous avez l'artificialisation, quand on sait qu'il y a 30 000 hectares qui disparaissent chaque année sous le béton et l'asphalte, ça fait l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Donc il ne s'agit pas de suspendre la construction, mais de faire des aménagements plus judicieux.
il y a les espèces invasives, il y a le réchauffement climatique, il y a beaucoup de causes qui touchent le vivant. Il y a, je ne sais pas si on sort du thème, mais il y a un ami que j'aimais beaucoup, c'est Claude Nougaro. Et Claude Nougaro, il adorait la nature et les animaux. Et un jour, j'étais chez lui un soir et il me dit « Alain, j'ai écrit un texte qui va te plaire. Tu veux que je te le dise ?» Alors ouais, Claude Nougaro, c'était formidable. Et en fait, il considérait que cette nature pouvait être incarnée par Tarzan. En déclin, pas Tarzan qui saute tout jeune d'une branche à l'autre en lançant son cri, mais un vieux Tarzan déchu. Alors voilà ce que c'est. Je vais essayer de m'en souvenir. Vieux Tarzan déchu, has-been de la liane, ma guenon n'est plus, et perdu ma Jeanne. Vieux Tarzan groggy en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri. J'ai perdu ma jongle. Ils m'ont tout tué par tonnes d'ivoire. Éléphant sacré, ma sacrée mémoire. Et tous mes gorilles les ont fusillés. Toute la famille abat le blindé. Mes crocos géants, mes hippopotames, des sacs pour les dames qui ont de l'argent. Mon studio zébré tout en haut de l'arbre, ils me l'ont sabré pour une autostrade. Ma Jeanne est partie, au bras de l'un d'eux, j'ai poussé mon cri. Le dernier, adieu. C'est du talent, ça. C'est clair, c'est déchirant. Voilà, et ça, c'était Claude. Mais éléphant sacré, ma sacrée mémoire. C'est beau, non? Voilà. Et donc, la poésie, je pense, l'émotion, vous voyez, il y a des mots qui parlent, qui nous touchent. C'est pas réservé aux naturalistes de passage. Enfin bon. Voilà. Donc il y a réparer les sols, il y a réparer les milieux. Oui, avec singulièrement les milieux, les zones humides. On a perdu 50% globalement des zones humides en 4 décennies. Et donc c'est quoi les zones humides? Les zones humides sont les marais. Ça peut être des prés humides, c'est-à-dire que le marais Poitevin, par exemple, la Camargue, on a la chance d'avoir une grande richesse, et c'est vraiment le berceau de la ville, la zone humide. Et on a drainé, asséché, et donc la vie s'efface peu à peu. Il y a un exemple quand les oiseaux partent en migration, par exemple pour descendre vers le sud en Afrique, ils sont obligés d'avoir des escales pour pouvoir reprendre des forces, se trouver un lieu pour se reposer, et sont les zones humides le plus souvent. Quand elles ont disparu, quand elles sont asséchées, ils sont obligés de poursuivre pour essayer de trouver un autre lieu d'accueil. Et on voit que ça participe de la mortalité des migrateurs. Donc oui, la qualité du sol, des milieux naturels, on pourrait parler des haies. On perd 20 000 km de haies chaque année. Or, la haie, elle a une fonction, outre un lieu d'accueil pour toute une biodiversité, elle fait office de paravent, elle retient l'eau, elle a tous les prédateurs qui, du reste, sont là pour bouffer les insectes ou autres, les ravageurs des cultures. Donc voilà, tout cet écosystème est brouillé, effacé, au bénéfice d'un désert vert où il n'y a plus un arbre, il n'y a plus une haie, il n'y a plus un petit muret, il n'y a plus... Alors parmi les choses que je souhaite développer avec d'autres, par exemple vous avez des exploitations où en bas de pente il y a toujours un peu d'eau qui reste, le champ, réaménager ces lieux pour en faire des vrais mares avec des roseaux, avec des lieux d'accueil. C'est pas grand-chose à faire et ça peut être très utile pour la biodiversité. On voit qu'il y a beaucoup de petites actions à conduire de cette nature.
C'est la question, comment faire pour ne pas se décourager quand on voit la situation? Je crois qu'il y a enfin, moi, ce que je vis, c'est le potentiel qu'offre la révolte. Je suis indigné, révolté par des comportements inacceptables. Je vais vous en donner un, je pourrais en donner tant d'autres. Vous prenez l'anguille. L'anguille, c'est une espèce reconnue mondialement comme l'une des plus rares actuellement, au même titre que le rhinocéros de Java. Elle figure sur la liste rouge de l'UICN. Or, on autorise à pêcher en France 55 tonnes de civelles, de bébés anguilles, chaque année. Tout ça pour satisfaire un lobbying de quelques bateaux qui vont se faire un peu plus d'argent en pêchant une espèce qui va disparaître. C'est révoltant. J'en ai parlé à Emmanuel Macron, j'en ai parlé au Premier ministre, j'en ai parlé, bon. Et oui, Alain, t'as raison, mais c'est compliqué, enfin voilà. Donc c'est le premier conseil, se révolter. Oui, ne pas rester indifférent. Et ça conduit à se révolter. Alors je dis pas prenez les armes, mais n'acceptez plus. Ne tolérez plus. Il y a des choses que je trouve dans l'élevage industriel insupportables. La souffrance qu'on impose à certains animaux, et je pense au porc par exemple, c'est inacceptable. C'est comparable à un drame d'amour, à un mal aux dents qui vous réveille la nuit. Eh bien, les animaux d'élevage vont naître avec cette épreuve et vont mourir, j'ai envie de dire, soulagés de l'épreuve de cette manière. Donc, une vie dans des conditions inacceptables. Qu'est-ce qu'il y a comme autre manière de ne pas se décourager? Tous les encouragements qu'on peut avoir. Moi, je vois, j'ai la chance d'être un peu à la lumière et de tenter de faire passer un message, et je vois tant de gens qui, dans un petit village, à leur manière, vont se battre. Et c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes en face des chasseurs et que c'est le voisin d'à côté, que vous essayez cependant à minima de garder en paix votre territoire. Donc ces gens-là, en proximité, qui sont capables dans l'ombre de se battre, ça me paraît remarquable. Et il y a une chose qu'on peut faire, qui est importante, c'est soutenir une association de protection de la nature, parce que, en fait, ça nous donne les moyens d'exister à l'égard de l'exécutif. C'est un geste de solidarité, mais ça permet aussi d'être davantage écouté. Et c'est vrai que quand on en est à 75 000 adhérents comme à la LPO, les ministres et autres, ils écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils entendent. Mais bon. Ouais. Donc on peut conseiller à tous ceux qui nous écoutent de rejoindre une association de protection de la nature. Comme la ligne de protection des oiseaux. Mais en plus, c'est un tissu relationnel formidable. Des gens, à un moment où on sent l'isolement dans la société, à travers une cause comme celle de la nature, peuvent trouver l'émerveillement, l'affection, peut-être même l'amour. La vie associative permet ça. Et moi, à la LPO, je me suis toujours battu pour favoriser la proximité, le respect des autres, la bienveillance, et ça marche. Quand on se retrouve en conseil d'administration, on est heureux de retrouver des amis, on partage leurs douleurs s'ils ont des problèmes particuliers, et puis leur bonheur le plus souvent. Merci infiniment, merci de tout ce que vous faites depuis tant d'années. Ça donne beaucoup de joie de vous écouter. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange. Et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres
compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.